Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver après 2 jours de séparation. Quel plaisir d'être avec vous. Ce numéro de téléphone 0826 300 300, vous le composez quand vous voulez. Ça va Philippe David? Ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Vous êtes complètement fou, c'est dans 3 ans et demi. Xavier Bertrand s'est bien déclaré hier, pourquoi pas moi? Bah oui, mais lui il est présidentiel, pas vous. Comment ça, vous votez pas pour moi face à Bertrand? Ah bah ni l'un ni l'autre. Et vous, Philippe Bilger? J'évite, parce que Xavier Bertrand est un ami, vous en êtes un aussi, peut-être même plus proche. Ah bon, c'est bien, j'ai déjà une voix. Elisabeth Lévy? Vous me nommez ministre de quoi? De ce que vous voulez. Ah bon, je veux bien l'armée. Vous votez pour moi? Bah oui. 2 voix, Jean Dorido. Belle mentalité. Écoutez, je vais faire valoir mon droit au secret de l'isoloir. Bon, vous, Cécile, vous n'avez pas changé d'avis. Je vous nomme ministre de Vous êtes l'Intérieur. viré de Sud Radio. Et moi j'ai mon droit de retrait. Ah bon? Allez, on vous Bon, souhaite il y la a bienvenue. 2 vraies voix qui m'aiment. Allez, 0826 300 300, allez, le sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Aujourd'hui, le président du Modem a affiché son soulagement ce lundi après ce relax dans le cadre de l'affaire des assistants des députés européens. 8 autres prévenus ont été condamnés pour détournement de fonds. François Bayrou a cependant regretté un gâchis humain, politique et financier après 7 ans de procédure. Alors parlons vrai. Est-ce que la justice a été clémente ou pas? Parlons vrai, une démission du gouvernement et près de 7 ans de procédure. Est-ce que c'est pas franchement problématique? Est-ce qu'il faut en finir avec la jurisprudence baladure qui dit qu'un ministre mis en examen doit démissionner, enfin sauf s'il s'appelle Éric Dupond-Moretti? Bayrou relaxé, sa mise à l'écart a-t-elle été une injustice? Et pour le moment, sur Twitter, vous dites non à 72%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On en parlera avec Arnaud Péricard, un maire Horizon de Saint-Germain et avocat. Et puis le coup de projecteur à 18h30, jamais la Chine n'avait aussi clairement pris position à propos de la guerre en Ukraine. Le nouveau ministre chinois de la Défense assure la Russie de son soutien tout en dénonçant les pressions des États-Unis et de l'Europe sur le dossier ukrainien. Jusqu'ici, Pékin avait affiché une posture plutôt neutre sur le sujet. Alors parlons vrai, est-ce que vous êtes surpris par ce soutien de la Chine près de 2 ans après le début de la guerre en Ukraine? Est-ce une union qui peut faire basculer les équilibres du monde, sachant que la Chine est l'usine du monde et que la Russie est le premier réservoir de matières premières du monde? Est-ce que vous voyez une nouvelle guerre froide entre 2 blocs, Chine-Russie d'un côté, Occident de l'autre? Va-t-on vers une nouvelle alliance Russie-Chine? Et vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité sur ce sujet, Jean-Baptiste Naud, est rédacteur en chef de la revue Conflit. Bienvenue à tous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir, cher Philippe Bonsoir, Bilger. ma chère Donnez-lui du Cécile, monsieur bonsoir. le ministre, parce qu'il va être nommé dans quelques temps. Ah bon, C'est ça, oui, mais ça va porter malheur. Si j'appelle quelqu'un ministre et qu'il n'est pas derrière, il dira que c'est de Oui, ma faute. mais bon, Ouais. on a un président. Donc on n'est de peut-être pas grande- obligé d'attendre l'élection de Philippe David parce que le gouvernement actuel Voilà. n'est pas complet. D'ailleurs, mon téléphone sonne. Salut. Extrêmement bon rebond chez Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Ça va, Elisabeth? Elisabeth, Madame la ministre des Armées. Ouais. Ça me plairait beaucoup. Ouais, c'est chic ça. Elisabeth Lévy, ministre des Armées. C'est chic ça. Oui, Sur la carte de et, visite. Hein? vous savez à quel point j'aime les armées, mais surtout encore plus la Légion étrangère, laissez-moi le dire. Ministre de la Légion étrangère. Ah oui. Jean Dorido, docteur en psychologie. Et ça va, Jean? Écoutez, ça va à merveille. J'ai laissé mon képi blanc à la maison. Si j'avais su, voilà, je serais venu Non, avec mais pour faire plaisir à la Elisabeth. cérémonie des képis blancs, c'est Ah, magique. c'est magnifique, ouais. Et vous seriez ministre de quoi, vous? Écoutez, De la santé? Non. Oui, ou du parti, le parti de Pierre Dac, le parti d'Henri. Hein, ça Le serait parti pas mal. ouais, mais dis donc, quelle crédibilité incroyable. En tout cas, la bienvenue à tous avec Jean-Noël qui était avec nous. Bonsoir Jean-Noël, notre auditeur du jour. De Villeneuve-Loubet, dans Bonjour. les Alpes-Maritimes. Cécile. Comment ça va? Bonsoir Cécile et bonsoir à tous les invités que vous avez. Bonsoir autour de vous. Jean-Noël. Oui, Bonsoir. ce sont nos vraies voix. Hein. Ils ne sont pas vraiment invités. Ils s'invitent tous Ils ont seuls. leur ronde serviette, quoi. On serait un peu mieux traité si on était invité. C'est en forme, Elisabeth Lévy. Hein. Qu'est-ce qui vous amène, Jean-Noël? Moi, d'un premier temps, c'est des miettes pour nos agriculteurs suite aux propos du Premier ministre, Monsieur Attal. On en parle dans un instant. En attendant, on écoute votre répondeur 0826 300 300. Oui, bonjour, je suis François de Nîmes. Je voudrais peut-être apporter une solution pour les pauvres paysans là, qui sont en galère complète, de rendre constructible une ou toute partie de leur terre
pour qu'ils puissent engendrer de la trésorerie. Avec cet argent, forcément l'État va gagner de la TVA dessus, les mairies aussi, parce qu'il va y avoir des lots de construction. Et surtout, ça fera de la trésorerie aux paysans pour qu'ils puissent reconvertir et s'adapter aux normes environnementales et surtout au changement climatique. Merci, au revoir. Nos auditeurs ont de bonnes idées, hein, Philippe Louis-Gers. Oui, surtout idiot. Comme face à un chroniqueur qui n'a pas la science qui permet d'éventuellement de les contredire, je trouve que c'est très bien. Attendez, juste, vous pouvez me répéter la première fois En fait, il proposait de convertir des terres, s'ils ont besoin de sous, en logement social. Malheureusement, justement, alors, par contre, ça, je ne suis pas sûre, malgré le fait, bien que notre auditeur soit de Nîmes, région pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, que j'aime son accent, je pense que c'est quand même un problème, si vous voulez, de convertir, justement. Il y a beaucoup de sols qui ont été déjà convertis, si vous voulez, pour construire, pour faire des villes, des entrées de villes dégoûtantes, des zones commerciales, à Nîmes comme ailleurs d'ailleurs. Et peut-être que, justement, ça, c'est pas une bonne solution et qu'il faut laisser quand même un peu nos paysages. Je suis pas sûr qu'il parle que de Nîmes, hein, mais c'est vrai que dans certaines parties, je dis en ruralité, Nîmes comme ailleurs, dans la région nîmoise comme ailleurs. Jean de Rideau. Écoutez, alors à l'instar d'Elisabeth, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce qu'en fait aujourd'hui il y a plus de 9 Français sur 10 qui vivent près des très très grandes métropoles et donc si vous voulez pour mettre des logements sociaux il faut quand même qu'il y ait du job et c'est le souci quand même, la France se désertifie, il n'y a pas de travail dans ces zones agricoles, ces zones rurales et du coup si c'est pour entasser des gens... Il y a plein de villes où les gens viennent pas travailler parce qu'il n'y a pas de logement, donc à un moment donné c'est le chat qui se mord la queue. Mais c'est un souci, il y a une crise du logement, maintenant c'est dans ville, c'est dans les grands périmètres urbains. Mettons les villes à la campagne. Tellement joli. Allez, 0826 300 300, Jean-Noël de Villeneuve-Loubet. Donc, vous dites que finalement, peut-être trop d'aide à l'Ukraine. C'est-à-dire que quand même, je suis un peu dubitatif quand je vois que on se permet de donner 33 milliards de prêts à l'Ukraine, 17 milliards de dons, et on va chicaner sur 400 millions d'euros pour nos agriculteurs. À partir de là, sans surtout passer par un vote ni de l'Assemblée ni de la Commission européenne, pour l'instant les 27 ont fait ça en catimini, dans l'entre-soi, je pense que nos agriculteurs ont été un petit peu enfumés, voire autre chose. La seule motif par rapport à notre Premier ministre, c'était aujourd'hui gagner du temps par rapport, 1, le salon d'agriculture, 2, par rapport aux européennes qui vont s'annoncer, et j'espère, en croisant les doigts, qu'elles seront bien à la hauteur du désastre qu'il faudra donner à ces partis qui ont fait l'Europe d'aujourd'hui depuis pas mal de décennies. Et nos agriculteurs, on en a plus que besoin quand on voit cette certaine gabegie, en parlant du poulet, des œufs, des 230 000 tonnes, on entend des 230 000 tonnes sans droit de douane, avec des saucissonnages pour faire entrer le poulet coupé, débité, enfin... Il y a tout un système qui est mis en place contre nos agriculteurs. Et nous avons des produits d'excellence depuis des siècles et des siècles. Et quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que moi, ça me laisse quand même dubitatif par rapport à tout ça. Et j'espère que les Français, les citoyens, les Françaises et les Français vont se réveiller avant le désastre. Oui, on va faire réagir, si vous permettez, Jean-Noël, Philippe Bilger ou Elisabeth Lévy qui veut. Elisabeth parle peu. Oui. Bon, ça veut dire qu'il a pas envie. Comment dire, je pense quand même que moi je pointe toujours cette hypocrisie un peu générale, si vous voulez, on pleurniche tous sur le sort des agriculteurs. Excusez-moi, d'abord. Et on n'achète pas français. Et ben voilà. Ouais. Mais il est vrai aussi, si vous voulez, que si on fait tout ce qu'on nous demande pour avoir une belle et bonne agriculture, on va payer notre litre de lait 4 €. Hein. Donc, alors... Même dans le système existant, il me semble, si vous voulez, que beaucoup de gens qui ne sont pas tous à 1 € près. Je comprends que des gens, si vous voulez, qui aient vraiment des difficultés de fin de mois, qui aient beaucoup d'enfants, bon, je comprends qu'ils aillent acheter au supermarché au moins cher. Mais il y a plein de gens, qui ont les moyens, qu'on voit sur les marchés parisiens, qui peuvent tout à fait acheter de la framboise venant de je sais pas où, et qui se foutent, en fait, d'acheter des produits français. Donc il faut, déjà, commençons par là, ce serait au moins
un geste, vrai. et puis d'acheter, et puis surtout d'acheter, peut-être de manger moins de viande, de manger de la meilleure, etc. Ah, pardon. Allez, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse et merci beaucoup Jean-Noël, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour, vous jouerez contre nos vraies voix pour le jeu. En attendant, vous pouvez réagir bien entendu et on va revenir sur cette décision du tribunal de Paris qui a rendu ce matin son jugement sur les 11 députés MoDem accusés de détournement de fonds. François Bayrou, lui, a été relaxé. Oui, et on vous pose cette question. Est-ce que la justice a été clémente avec François Bayrou ou pas? Est-ce qu'une démission du gouvernement et près de 7 ans de procédure, ça pose pas question? Est-ce qu'il faut en finir avec la jurisprudence baladure qui veut que théoriquement un ministre mis en examen démissionne? Bayrou relaxé, sa mise à l'écart a-t-elle été une injustice? Vous dites non à 72%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur, Philippe. Le déséquilibre de l'agresseur de la gare de Lyon a, si j'ose dire, bon dos. Allez, on en parle dans un instant. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, c'est quoi? C'est un goûter ou c'est un pré-dîner peut-être, les vraies voix? Je ne sais pas. C'est l'apéritif, voilà, l'apéritif avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean Dorédo. Avec rien à manger. Hein, ouais, je veux dire, c'est pour ça que tout le monde me regarde l'air de dire avec n'importe quoi. C'est plus ce que c'était. Où est le saucisson? Où sont les poulardes? Les poulardes. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour tout le monde, bonjour Cécile. On parle de quoi? De la relaxe de François Bayrou, de l'hommage national après-demain aux victimes françaises du 7 octobre, et puis d'une commune qui interdit symboliquement le smartphone dans l'espace public. En 3 mots, ça donne relax, hommage et smartphone. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir contre les problèmes psychiatriques a priori pas démontrés de l'attentat, on peut appeler ça un attentat quand même, qui a eu lieu samedi à la gare de Lyon. De l'assaillant de la gare de Lyon. En effet, cette personne de nationalité italienne et qui obtenait un statut... non, pas italienne, il était passé par l'Italie. Malienne. Non, je me suis perdu un peu lorsqu'on a appris qu'il était italien, puis malien, et qu'au fond, il avait le droit de venir en France, mais dans un statut provisoire de protection. J'ai été étonné qu'on dise évidemment qu'il était, selon l'habitude, un petit peu déséquilibré, voire beaucoup. Et quand on entend ce qu'il a dit sur TikTok, c'est des propos parfaitement cohérents sur le plan de la haine à l'encontre du président de la République, de la France. Il nous traite plus bas que terre. Et donc je me demande comment un être qui est si cohérent et structuré dans la haine peut, le jour J, mettant en application sa haine sur un mode opératoire très efficace, être déclaré déséquilibré, même si je sais, pour l'avoir vécu... pour l'avoir vécu aux assises, qu'on peut être lucide ou déséquilibré à mi-temps. Ça peut mais l'avis du psy, parce que sur les déséquilibrés. Non, mais alors, vous mettez le doigt sur un point essentiel, Philippe Bilger, c'est important que le grand public comprenne que le délire, au sens psychopathologique du terme, n'est en aucun cas un signe d'inintelligence ou de... Je veux dire, si vous avez un jour, je le souhaite à personne, un paranoïaque qui vous en veut, vous avez quelqu'un qui est très intelligent, qui est tout à fait inséré dans la société, qui a peut-être un job, qui est peut-être père de famille, et c'est son délire de paranoïa, il vous a pris comme mauvais objet, et il y a des paranoïaques qui passent à l'acte, qui finissent par tuer des gens. Donc, et alors j'y arrive. Et donc, si vous voulez, ce monsieur peut tout à fait avoir un discours très cohérent, il peut être tout à fait même intelligent, et malgré tout, et ça l'enquête va le déterminer, souffrir d'un délire au sens vraiment psychiatrique. Non, mais pardon, mais excusez-moi, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les délirants et autres fous, si vous voulez, bretons, eux, n'attaquent pas des gens avec un marteau? Excusez-moi, parce que en plus, je complète ma question, est-ce qu'il est possible de tirer sur une petite fille
filles juives de rouler sur une foule avec un camion ou de commettre ce genre de choses sans avoir un petit pet au casque, si vous me permettez de le dire comme ça, avec un cerveau parfaitement équilibré. Vous posez une bonne question, Elisabeth Lévy, ça c'est le travail de la justice. Vous avez des tueurs de masse, par exemple, qui ne sont pas atteints de troubles psychiques. On a eu le procès du 13 novembre récemment, on a vu Salah Abdeslam, ce monsieur, jusqu'à preuve du contraire, ne souffre pas de délire au sens psychiatrique du terme. Et puis vous avez aussi... Il n'y a pas que le délire en psychiatrie. Vous avez, il faut le rappeler, pardon, je ne veux pas ne pas le dire, mais vous avez des personnes un délire n'est pas la même chose qu'être endoctriné, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Non, si on fait des mathématiques, ce sont des ensembles qui parfois se chevauchent. Mais pour être endoctriné, il faut être un peu fou. Au sens commun du terme, pas au sens psychiatrique du terme. On n'a plus le temps pour Félix, alors on y va. T'aurais Philippe Bilger. Non. Allez, merci beaucoup. J'avais une critique à faire. Allez-y, petite critique. 10 secondes. Alors, votre raisonnement serait valable, Jean, si en l'occurrence, pour l'agresseur, il n'y avait pas un délire qui a été immédiatement concrétisé par l'agression. Donc votre raisonnement n'était pas totalement valable. Il y a des délires déconnectés de ce qui se passe, mais là, il était parfaitement connecté à l'action. On continuera. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont relax, hommage et smartphone. Il évoque la fin d'un cauchemar, parle d'un gâchis politique. François Bayrou relaxé 7 ans après avoir quitté le gouvernement pour l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. L'hommage national après-demain aux victimes françaises des attaques du 7 octobre. La France insoumise répond présente à l'invitation de l'Elysée aux grandes dames de certains ministres ou proches de victimes. Et puis une commune de Seine-et-Marne organisait ce week-end un référendum pour interdire symboliquement les smartphones dans l'espace public. Le oui l'a emporté, mais de justesse. Les vraies voix Sud Radio. Sa mise en examen l'avait poussé vers la sortie du gouvernement en 2017. Lui et sa fidèle Marielle de Sarnez, disparue en 2021. François Bayrou vient d'être relaxé au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. 8 autres prévenus, en revanche, ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Tout comme ces partis, l'UDF et le MoDem, accusés d'avoir bénéficié d'emplois fictifs d'assistants rémunérés par le Parlement européen. Après sa relaxe, en tout cas, le président du MoDem, François Bayrou, évoque la fin d'un cauchemar, mais aussi un gâchis politique. Moi, ce que je vois, c'est le gâchis. C'est ce que a coûté à un courant politique majeur et totalement désintéressé, engagé pour des idéaux, pas seulement pour des intérêts, mais pour des idéaux. Ce qu'a coûté cette affaire de manière dont on sait aujourd'hui totalement infondée. Je ne suis pas tout à fait naïf, et le président l'a dit. La cible de toute cette affaire, hélas, c'était moi. Mais le gâchis, le plus grave, c'est un gâchis humain. Parce que il y a des gens qui en sont morts. François Bayrou, relaxé ce matin au tribunal correctionnel de Paris. On va en reparler dans quelques minutes avec le grand débat du jour. Philippe Bilger, peut-être un mot. C'est tout de même très étrange. Étonnant. Oui, sur le. Voilà. Il y en a qui en sont morts. En fait, c'est, j'imagine, Marielle de Sarnez. Oui. Mais c'est terrible Oui. Mais peut-être que pour une fois, peut-être pas pour une fois, François Bayrou est un peu dans l'inflation verbale. Ok, allez, deuxième mot, Contrairement hommage. à vous, cher Philippe, qui est au cordeau. Le deuxième mot, c'est hommage, celui qui sera rendu demain aux victimes françaises des attaques du Hamas. Hommage national aux invalides, 4 mois jour pour jour après ces attaques qui ont tué plus de 1160 personnes, dont 42 Français le 7 octobre. La présidence de la République y a convié tous les groupes politiques représentés au Parlement. Mais 5 familles de victimes réclamaient dans un courrier qu'on soit exclu la France insoumise à cause des atermoiements sur le qualificatif de terroriste concernant le Hamas. Même la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, dit souhaiter qu'LFI s'abstienne de venir. Ce sont des élus, ce sont des représentants. Ils peuvent venir, mais je pense que la question est plutôt dans l'autre sens. Avant d'être des politiques, on est des responsables. Sont-ils en responsabilité? Sont-ils... Vous ne comprendriez pas qu'ils viennent? Moi, je ne comprendrais pas. Je ne comprendrais pas qu'ils aient l'audace de venir. Je le dis franchement. Après, peuvent-ils expliquer pourquoi ils ont envie de venir? Mais je ne comprendrais pas. Prisca Thévenot, il y a quelques jours sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin, mais à ce même micro ce matin, le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, confirme sa présence à cet hommage national. Le président de la République a décidé de nous inviter.
Vous entendez bien que si je vous dis que je ne vais pas à cet hommage, vous allez aussi me le reprocher. C'est un moment d'hommage national. Les familles dont je comprends la souffrance, la peine et dont je peux même comprendre au regard de tout ce qui a été dit, de toute la désinformation qui a été faite sur les positions qui sont les nôtres depuis maintenant 4 mois. Je peux même comprendre leurs réactions. Je les rassure, je veux les rassurer en tout cas. Je leur dis, il est nullement dans notre intention de participer à une quelconque polémique en participant à cet hommage, mais tout simplement de rendre hommage à l'ensemble des familles de victimes. Manuel Bompard de la France Insoumise avec Jean-Jacques Bourdin. Non, très vite. Il exagère vraiment. Je tiens à sa disposition la liste des déclarations odieuses depuis le 7 octobre de certains membres de son parti. Moi, je pense qu'en fait, certains individus, c'est pas la question du parti, devraient avoir la décence de ne pas venir. Et puis surtout, c'est quoi? Ils ont dit que le 7 octobre, ils s'en foutaient. Pourquoi maintenant ça les intéresse? Je veux dire, en revanche, il y en a qui ont été nickel et ils ont le droit de venir. Enfin, allez, de toute façon, ils ont tous le droit de venir, en vrai. Oui. Troisième mot. En vrai. Troisième mot, smartphone. Une commune vote ce week-end pour les interdire dans l'espace public. La commune de Seine-Port, un peu moins de 2000 habitants en Seine-et-Marne. Ce week-end, la mairie organise un référendum pour interdire l'usage du smartphone dans la rue, devant les écoles, dans les commerces. Le oui l'a emporté un peu de justesse, à 54%. Certains trouvaient l'interdiction un peu intrusive, bien que symbolique. Philippe, lui, a voté oui à cette interdiction. Moi, je vois des fois des gens, ils vont commander leur pain, ils ont le téléphone sur l'oreille et ils coupent pas leur communication. Ils demandent leur baguette. Je trouve ça d'une impolitesse crasse, quoi. Je lisais l'autre fois que les enfants d'1 an passent en moyenne 1 heure par jour sur un écran. Donc je trouve que c'est une mesure de salut public. Même si elle paraît un peu disproportionnée, si ça peut attirer l'attention des parents et des gens sur les écrans, on aura gagné, quoi. J'ai une amie qui me dit qu'elle rencontre plein de gens qui travaillent à l'hôpital, qui ont des accidents de portable, c'est-à-dire qu'ils regardent leur portable et ils se payent un poteau ou un trottoir ou un truc comme ça, quoi. Ça devient infernal. Des propos recueillis par Clément Barguin. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le tribunal de Paris qui a rendu ce matin son jugement sur les 11 députés MoDem accusés de détournement de fonds. François Bayrou a été relaxé, Philippe. Alors, est-ce qu'une démission du gouvernement et 7 ans de procédure, presque 7 ans pour ça, c'est pas franchement problématique? Bayrou relaxé, sa mise à l'écart a-t-elle été une injustice? Vous dites non à 71%. Arnaud Péricard est avec nous, maire Horizon de Saint-Germain-en-Laye et avocat. Bonsoir Arnaud Péricard. Bonsoir. Monsieur le maire, faut-il instaurer des procédures accélérées pour les politiques? Il n'y a pas de justice d'exception pour les hommes politiques. Il y a le problème de la célérité de la justice dans son ensemble. Et là, on pourra éventuellement peut-être revenir tout à l'heure. Pour François Bayrou, le prix à payer a été très lourd. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 19h. Si toutefois vous venez de nous rejoindre, que vous apprenez, que c'est peut-être la première fois que vous écoutez Sud Radio, ça démarre bien, j'espère en tout cas, et bien bienvenue. Vous faites partie de tous ces nouveaux auditeurs qui chaque jour arrivent et adhèrent à Sud Radio. On en profite pour embrasser les Lyonnais, Philippe. Ah oui, absolument, les Gaunes, comme on dit là-bas, 105.8, on embrasse les Gaunes. On a d'ailleurs un Lyonnais avec nous, Jean-Henri Gaunes. Il y a un Lyonnais, voilà, c'est ça. Un vrai de vrai. La fréquence pour les Lyonnais, c'est 105.8. Bravo, Jean-Henri Gaunes, mais bien sûr. Donc bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Qui sont encore à l'âge de pierre. Il est dans le vent, hein, c'est pour ça que c'est un Gone with the Wind. On qu'est-ce qu'elle est nulle. Lyon a gagné hier soir. Alors là, une blague bilingue, là, je dois dire, c'est vraiment... Là, on a passé un cap. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez aller voir, bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux. Vous le savez, vous êtes certainement... Enfin, certains d'entre vous sont très connectés. On vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Ça nous permet de vous faire des petits coucous. Salut, bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal. C'est le verrou de secours pour le deuxième mouvement de remaniement ministériel. Non, il n'y avait pas une volonté, en quoi que ce soit, de détournement. On se dit même qu'il serait pressenti pour l'école. Je n'ai jamais commis les faits sur lesquels on avait bâti une accusation de système, d'organisation, de complot, jamais. Vous l'avez entendu, un cauchemar de cette année qui vient de s'achever. C'est la réaction de François Bayrou après sa relaxe ce matin dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Des emplois fictifs au service du parti selon la justice. 8 autres prévenus ont été condamnés pour détournement de fonds. Tous ces gens venaient de l'UDF ou en tout cas du MoDem, mais le président du mouvement démocrate est lui relaxé au bénéfice du doute, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la justice a été clémente ou pas, comme il y a eu quand même de nombreux condamnés? Est-ce qu'une démission du gouvernement est prête
après de 7 ans de procédure, c'est pas franchement problématique pour être relaxé à la fin. Est-ce qu'il faut en finir avec la jurisprudence Balladur qui dit qu'un ministre mis en examen doit démissionner, encore que ça n'a pas été le cas pour Éric Dupond-Moretti. Bayrou relaxé, sa mise à l'écart a-t-elle été une injustice? Eh bien, vous dites non à 71%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Arnaud Péricard qui est avec nous, maire de Saint-Germain-en-Laye et avocat. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, cette réaction sur cette relaxe. Il y a tellement de problématiques à aborder que je vais me contenter d'en traiter une ou deux, mais très très rapidement. D'abord, du point de vue intellectuel, mais je n'ai pas lu la décision, donc je ne sais rien de plus. Je suis un peu étonné par le fait que François Bayrou ait convaincu le tribunal en disant qu'il n'y a jamais eu une organisation de fraude et que les petites mains ou les artisans sont eux condamnés, ce qui pourrait laisser penser que le tribunal croit tout de même à l'existence d'une fraude. Deuxième élément, il ne faut pas exagérer. Bon, 7 ans, évidemment, c'est beaucoup trop long, mais on a connu des affaires politiques sur le plan judiciaire, l'affaire Tiberi, l'affaire Dominati, qui ont dépassé de très loin les 7 ans. Troisième élément, on ne peut pas dire tout de même que François Bayrou ait été formidablement lésé par cette procédure et lui-même a eu une grande chance devant le tribunal de pouvoir s'expliquer infiniment longuement. Pour rappel, il a quitté le gouvernement tout de même. Il a quitté le gouvernement, c'est quand même pas rien, pardon. Juste, alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec Philippe sur le principe. Et en plus, j'ajouterais que ces affaires d'emploi fictif d'assistants méconnaissent la réalité du travail parlementaire et politique. Vous pouvez pas diviser quelqu'un en deux entre ses activités de parti, enfin, je veux dire, c'est vraiment. C'est abstrait. Mais, par ailleurs, cette jurisprudence Balladur, je l'ai toujours trouvée honteuse parce que ça veut dire que le politique au plus haut niveau entérine que la présomption d'innocence n'existe pas. Si vous voulez. Et je me fiche que ce soit Bayrou ou qui que ce soit, d'ailleurs, en l'occurrence, dans cette affaire, c'est scandaleux, si vous voulez, d'arrêter la vie de... il n'avait pas été condamné. C'était des réquisitions. L'inéligibilité avec sursis. Oui, et c'était une réquisition. Mais enfin, on est chez les cinglés, donc on applique maintenant les peines avant que le tribunal les prononce. Et après, on va dire présomption d'innocence. Excusez-moi, je comprends rien. Allez, le tribunal, je vous donne la parole. Le tribunal a estimé ce lundi qu'aucune pièce du dossier ne montre que François Bayrou a donné des instructions aux députés européens pour l'embauche d'assistants parlementaires et qu'aucun élément ne prouve que François Bayrou ait eu connaissance de la non-exécution des contrats d'assistants parlementaires litigieux. Voilà, c'était pour répondre à Philippe Bilger. Jean de Rideau. Oui, pour moi, ça souligne en fait deux problèmes majeurs. Il y a ce problème effectivement de cette jurisprudence Balladur qui sort d'on ne sait où. Quand j'étais gamin, il y avait un truc qui était très à la mode, c'était l'immunité parlementaire. Il y avait quand même, justement, par souci justement d'assurer un bon fonctionnement à la démocratie, dès qu'un type était élu, il avait une immunité parlementaire, c'est-à-dire que il n'était pas soumis aux mêmes juridictions que les autres pour le protéger justement de l'opprobre populaire ou non populaire. Et là, c'est un fait c'était depuis Balladur, dès qu'un type est mis en examen, donc présumé. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, pardon d'insister, je me rappelle quand on a enlevé le terme inculpé, parce que inculpé, il y avait la racine latine de coupable. Oui, on a dit terminer les inculpés. Maintenant, on va mettre en examen quelqu'un pour bien. Ce qui est gentil. Ça montre que la personne est présumée innocente. Et malgré tout, maintenant les gens sont présumés coupables. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, c'est un fait qu'il y a un vrai souci, et ça, c'est pour tous les Françaises et les Français, le temps de la justice est un temps ultra long, on le sait, les tribunaux sont débordés, et quand quelqu'un qui a le malheur, justement, d'être mis en examen, ça prend des années, et c'est très touchant, les mots de monsieur Bayrou tout à l'heure, il dit que certaines personnes en sont mortes. C'est quand même pour quiconque est sujet au stress, à l'anxiété, c'est effrayant d'avoir des années comme ça d'épée de Damoclès, quoi. Arnaud Péricard est avec nous, maire de Saint-Germain-en-Laye et avocat. Monsieur le maire, est-ce que le mal est fait, quoi qu'il arrive? Le mal, il est fait parce que politiquement, effectivement, François Bayrou a eu à payer ce coût et ce prix judiciaire il y a 7 années, avec un prix en plus humain. On connaissait sa relation
voilà, amical et politique avec Marielle de Sarnez, et je pense qu'il y faisait référence dans son propos. Mais peut-être moi, ce que je voulais vous dire à titre liminaire, c'est qu'il y a près de 2 millions de plaintes en France qui sont en suspens. 2 millions de plaintes. On a, depuis quelques années, multiplié le nombre de textes qui pénalisent, incriminent des tas de comportements dans le droit du travail, dans le droit des affaires, dans le droit de l'urbanisme, dans le droit de tous les jours, avec une incapacité. Donc on a mis ce fardeau supplémentaire-là sur notre outil judiciaire, sur notre autorité judiciaire, sans lui en donner les moyens. Et donc elle se retrouve aujourd'hui à gérer des centaines de milliers de plaintes. Regardez, l'autre jour, on a parlé de la commission d'enquête parlementaire sur le sport. Le nombre de signalements d'articles 40 qui ont été faits. Enfin, comment voulez-vous que les magistrats, les procureurs puissent gérer tout ça sainement quand il pleut par dizaines tous les jours des signalements et des plaintes? Donc ce temps-là judiciaire, malheureusement, je ne vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. En revanche, et je pense que là, on est peut-être tous en accord, je pense que cette jurisprudence Balladur est dépassée aujourd'hui, et que un homme politique ne devrait pas, du fait de sa mise en examen, même s'il existe des indices concordants, parce que c'est ça aussi la définition de la mise en examen, grave et devoir en payer le prix politique. Philippe Bilger. Moi, mais avec beaucoup de prudence, parce que j'attache le plus grand prix à l'intervention de Monsieur le maire, je pense l'inverse. Je veux dire, ce qui crée le problème, c'est qu'on n'a jamais eu une position très nette sur le plan de la mise en examen. On aurait décidé que tout mis en examen doit quitter le gouvernement, tout en on connaît la présomption d'innocence, mais la légitimité politique, qu'on le veuille ou non, est atteinte. Cette personne, homme ou femme, va être en permanence, d'une certaine manière, en suspens entre son activité ministérielle et sa défense personnelle. Je crois qu'il serait plus sain qu'elle se mette entre parenthèses, si j'ose dire, et que elle assure sa défense, et si elle est relaxée, si c'est confirmé en appel, elle revient. Mais on ne peut pas tolérer que dans une démocratie, il y ait des ministres qui restent au gouvernement lorsque pèsent sur eux tout de même des choses sérieuses. Ah non, mais moi je suis vraiment, alors là pour le coup je suis scandalisée. C'est la loi des suspects. Ça veut dire que pour nuire à un adversaire politique, il suffit de balancer une accusation qui soit un peu plausible, légèrement bien ficelée. Vous tombez sur un proc qui a envie aussi, je dis pas du tout que c'est le cas là, hein. Vous trouvez un proc qui a envie de se faire un politique, mais c'est surtout validé, ce qui est en train de se passer avec MeToo d'ailleurs dans un autre registre. C'est validé, et je suis d'ailleurs étonné, tous nos auditeurs, une majorité de nos auditeurs sont d'accord avec vous, hein, que c'est validé l'idée que l'accusation vos preuves, que l'accusation, vos condamnations. Mais au nom de quoi priverait-on M. Bayrou de son droit d'être ministre, ou ceci ou cela? Parce que, Elisabeth, il nous représente un gouvernement. Enfin, on n'est pas dans le ciel des idées et des principes. Voilà un homme, quel qu'il soit, qui est mis en examen à partir de présomptions sérieuses pour assurer sa défense et nous honorer par sa présence au gouvernement. Il doit partir. Ouais. Allez, 0800. Je suis effectivement sous le choc, parce que pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la justice, c'est vraiment c'est la brique fondamentale, la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus facile que d'accuser quelqu'un de tous les maux. Et c'est un fait, il n'y a pas besoin d'être un entonnoir de psychologie pour comprendre que dès que quelqu'un est accusé, ça laisse des traces. Je ne sais plus quel homme d'État disait calomnier, il en restera toujours quelque chose. Peut-être, on ne prête qu'aux riches, hein, d'autres l'ont dit, me semble-t-il. Mais c'est un fait, si vous voulez, que c'est quand même notre noblesse aussi, me semble-t-il, que d'assurer collectivement cette présomption d'innocence. Et effectivement, je trouve très choquant et très inadapté et très injuste cette espèce de jurisprudence Balladur. Allez, 0826 300 300, Jean-Noël est avec nous. Jean-Noël, votre avis sur le sujet? Oui, pour M. Bayrou, moi, d'abord, il faut dire une chose, il faut le crier haut et fort, il a été relaxé au bénéfice du doute. Ouais. Ça, c'est la première chose qu'il faut quand même mettre en exergue afin que l'opinion publique puisse comprendre un petit peu tout ça, au bénéfice du doute. La deuxième chose, c'est quand même, moi, je suis pas juriste, je suis pas magistrat, mais l'UDF est condamné à 150 KE et à 100 KE net à payer, et le MoDem à 350 KE.
et net après 300 KE, c'est kilo euros, à 1000 euros pour les auditeurs. 350 000 en fait. Kilo euros. Et au bénéfice du doute. Non, j'ai dit KE. Et KO, c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que au bénéfice du doute, et d'autres députés du MoDem, eux, sont condamnés. Moi, je pense que le président du MoDem, avec toutes les turpitudes et toutes les turpitudes et surtout toutes les choses qu'il a faites par rapport avec le monsieur Macron, notre président, c'est qu'aujourd'hui on lui ouvre la porte, on lui prépare la porte, c'est mon idée à moi, je peux me tromper, on lui prépare la porte peut-être pour rentrer au gouvernement, pour remplacer le ministre de l'Éducation nationale. Alors c'est une rumeur qui court, mais qui a priori ne serait pas si fondée que ça. Elle est peu probable. Peut-être elle n'est pas fondée, mais peut-être elle court. Mais il a été exonéré du procès par rapport au bénéfice du doute. Et ça, c'est très grave. J'ai hâte de voir d'autres partis politiques, comment ça va se passer. Mais ça veut dire que la justice ne fait pas son travail. Jean Dorido. Mais alors, au contraire, si on va dans le sens de Jean-Noël. Pour répondre à Jean-Noël, il me semble que précisément, ça aussi, c'est ce qui fait toute la qualité de la justice, c'est que le doute doit systématiquement bénéficier à l'accusé. C'est très grave d'accuser quelqu'un. La justice, c'est un pouvoir indépendant dans une démocratie, c'est un pouvoir colossal. Et le fait de reconnaître collectivement que quelqu'un est coupable, c'est extrêmement grave. Et dans le doute, quand on prend le temps de bien analyser le truc, on se dit, bah oui, on peut pas faire différemment que ça. Dans le doute, le type est relaxé. Isabelle, monsieur le maire. D'abord, il y a cette histoire de doute. Et puis moi, je voudrais que vous mettiez 2 secondes, Jean-Noël, à la place de quelqu'un qui est accusé injustement. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de quelqu'un. Alors, et là, je sors même de cette affaire, si vous voulez, parce que là-dessus, on doit tenir sur des principes imbougeables, sur lesquels on n'a pas le droit de transiger. Je veux dire, moi je ne le souhaite à personne. Or aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression que le principe de La Fontaine est inversé. Vous savez, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Eh bien, c'est quand vous êtes puissant aujourd'hui, parce que vous avez en plus les réseaux sociaux, l'opinion publique, etc. Quand vous êtes puissant, on a l'impression que vous prenez plus cher. Ah là, c'est pas bon. Si vous voulez. Et vraiment, moi je vous dis que c'est être accusé aujourd'hui dans le domaine des agressions, comme on dit, sexuelles et sexistes, si vous voulez, il y en a, ça tombe comme un gravelotte. Tout homme, je veux dire, en âge d'avoir une sexualité adulte est menacé. Je vous assure, si on tient pas bon sur la présomption d'innocence, on entre dans un drôle de monde. Allez, Arnaud Péricard, pour conclure. Simplement, et Elisabeth a raison, mais je rappelle un sondage IFOP dont vous avez fait l'écho vous-même, qui disait que plus de la majorité des Français estime que la présomption d'innocence ne doit pas jouer pour les puissants, entre guillemets, pour les hommes politiques, pour les gens connus, pour les acteurs, pour les musiciens. Ça en dit long un petit peu sur l'état de notre société. Je voudrais simplement, moi, peut-être faire un commentaire, c'est que en regardant les réquisitions qui avaient été posées à l'encontre de M. Bayrou, et le délibéré me fait également un peu penser au délibéré de l'affaire Dussopt, il n'y a pas longtemps, où on avait eu un réquisitoire du PNF relativement costaud et une relaxe en fin de compte avec un PNF qui a fait appel. Donc ce qui sera aussi intéressant, c'est de voir si le parquet fait appel dans les heures ou dans les jours qui viennent de justement cette relaxe de François Bayrou. Merci beaucoup Arnaud Péricard d'avoir été avec nous, maire de Saint-Germain-en-Laye et avocat. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu avec Jean-Noël qui a l'air au taquet. Oui, Jean-Noël, je pense qu'il est un petit peu blindé en matière d'avoué. Jean-Noël, vous êtes sûr que vous voulez jouer? Parce que la réponse est oui. Vous savez. Dites oui, Jean-Noël, oui. Moi, bien sûr, je veux jouer. Surtout, je réponds des fois plus souvent. Allez, allez, à tout de suite. On fait une petite pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h avec une classe dissipée aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, Françoise, non pas du tout, Elisabeth Lévy et Jean Dorido. Mais à chaque fois, je le fais. Souvent, excusez-moi, mais on est passé à 2 doigts de l'incident diplomatique. L'almanach Vermouth avec nous ce soir. Pas que ce soir. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec notre auditeur du jour, Jean-Noël, qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. Ça va, Jean-Noël? Ça va? Très bien, merci. Jean-Noël, vous répondez en premier à la question. Si vous l'avez pas, vous dites je l'ai pas. Voilà, c'est comme ça, on va gagner du temps. Voilà. Allez, une question. Qui c'est qui l'a dit? Jean-Noël, écoutez bien, ça vaut 2 points. L'agriculture est conciliable avec les ambitions écologiques. Non, je sais pas. Christophe Béchu. Christophe Béchu. 2 points pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit? Celle-là vaut 1 point. Ouais. Sur la votation à Paris, c'est la démocratie qui l'emporte. Mathieu. Bonne réponse de Jean-Noël. 1 point. Qui donc? Je sais pas. Hidalgo. Facile, 1 point. C'était 1 point, voilà. Oui. Qui c'est qui l'a dit? Ça vaut 3 points. Attention, sur la votation à Paris, avec moins de 6% de participation, ce n'est pas une grande réussite démocratique. Rachida Dati. Non, c'est également une femme et du même bord politique. Ouais. Enfin, même bord actuel. Hein. Non, bord actuel, elle a changé de bord. Elle est porte-parole. Aurore Berger. Non, porte-parole. Priscatello. Non. Bah oui, il y a une porte-parole, Porte-parole, pas du gouvernement, de Renaissance. De Renaissance. De Renaissance, c'est... Elle est tellement évidente que je ne la connais pas. C'est le même prénom que Fontenoy. Maud. Bah 0 point pour tout le monde. Non, tu peux mettre 1,5 point. Hein, Et c'est qui alors? Maud Bréjon. Donc je l'ai dit, moi. Porte-parole de Renaissance. Mais non. Bah si, j'ai dit Maud. Bah, mais moi aussi j'ai dit Maud. Vous pensiez à quelqu'un d'autre? Maintenant il fait la police des pensées. Ça m'étonne pas. Ah, le rêve. Allez, qui c'est qui l'a dit? C'est une question à 2 points. Nous sommes des élus assez simples, pas très euphorisés par les lumières médiatiques. On parle la même langue que celle des élus locaux. Jean-Noël. Elle est bonne, Langue au chat? Ouais. Oui, je crois, là. On a beaucoup parlé de lui ces C'est un dernières ministre. semaines. C'est un ministre. Ah ben, Bah, monsieur. Non, l'agriculture. Allez-y. Fesneau. Bonne réponse. Bon alors, je mets 1 point à chacun. Il a grillé l'agriculture, elle a dit Fesneau. Non mais si c'était dans... Mais non, toi je t'as vais la avoir trouille 2 points. T'as la trouille de Philippe Bilger. Bon alors, je mets 2 si points. c'était dans l'autre. 2 points pour moi, tout mais je rêve. J'ai dit Ah non, moi l'agriculture. j'avais l'agriculture aussi. C'est le nom, c'est le nom. Jean-Noël, regardez la Jean-Noël, justice qui ils sont m'est fous, faite. Jean. Venez nous Et je sais pas délivrer, pourquoi je me Jean-Noël. tourne vers l'horloge parce que je vois pas. Aidez-nous. Mesdames et messieurs, écoutez, ça vaut 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Laurent Wauquiez n'est pas le candidat naturel de LR. David Lisnard. Non, Retailleau. bonne réponse. Xavier Bertrand. 3 points pour Jean Dorido. 3 points. Good answer. Je travaille mon actu, moi. Lui il se réveille quand il y a les 3 points. C'est une question à 2 points. Qui c'est qui l'a Intéressé. dit? Ni les méthodes, ni l'idéologie, ni le projet du Hamas ne sont les miens. Ce n'est pas un mouvement de résistance. Et c'était sur Sud Radio. Jean-Noël. Quelqu'un qui a retourné sa veste. Langue au chat? Jean-Noël. Bon, Il l'a dit en premier. je l'ai dit en premier. Non, j'étais sur le coup, monsieur Moi j'ai Bilger. entendu Philippe. Non, mais moi c'est j'ai normal, entendu parce que c'est Dorido. l'oreille qui était Moi sur j'ai le côté. entendu mon propre... Enfin, il n'a pas retourné sa veste, il a retourné la veste de Bono. De toute la France insoumise. oui. Allez, une question à 1 point. Attention, écoutez bien. Jean-Noël, la radio et la télévision publique doivent donner à, à toutes les opinions, celles qui font la diversité de la France et de leur place. Jean-Noël. La une du JDD. Jean-Noël. Jean-Noël. C'est Vite. la une du vide. Dati. Dati, ouais. Philippe Bilger en premier. Non, nous on l'a attendu, putain, mais. Moi, protestons. La discipline. Non, c'était 1 point. Ouais. On le chope dans le parking. Écoutez, Jean Dorido 4, Philippe Bilger 3, Elisabeth Lévy 2, Jean-Noël 1, 4, 3, 2, 1. Franchement, les amis. attends, Jean, que j'ai 3 points, c'est un scandale. J'espère Faire surtout, votre Georges Marchais. j'espère surtout que Jean-Noël. Et les amis, on fait une petite pause. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu avec vous, Philippe. On parlera de quoi? L'incroyable aura de Taylor Swift. Allez, avec vous, Jean Dorido. L'esclavage moderne des enfants dans le trafic de drogue. Elisabeth Borne. Françoise de Goire, Elisabeth Borne. Je suis quand même plus marrante qu'Elisabeth Borne. Madame la première ministre, très impressionnée. Alors moi, eh bien, je vais vous raconter parce que quand même, j'ai tellement de conscience professionnelle que hier, je suis allée voter. Voilà, voter. Vous allez nous parce que je suis raconter. surtout allée pour vous le raconter, en vrai. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, bienvenue. Mais pourquoi c'est il les vraies s'accroche voix. à son micro? Il casse tout. Les
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, Jean Dorido et vous au 0826 300 300. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, on parle de quoi ? On va parler des habitants et de la mairie de Morayant dans les Hérault qui publie un clip, figurez-vous, pour tenter d'attirer les médecins dans leur maison médicale. Il manque de médecins. Et tout de suite, la votation sur les SUV à Paris est passée hier avec 54,55% des voix, avec un taux de participation de 5,68%. Et je donne les clés du SUV pour ce coup de gueule à Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Bonsoir Xavier Oran. Bonsoir Philippe. Est-ce que les bulletins de vote étaient orientés ? À votre avis ? Je vous pose la question. Rappelez-nous la question, Philippe. Je pense que j'ai eu un nombre de témoignages assez sidérants tout au long de la journée d'hier. Et je dois dire que, très franchement, je ne m'attendais pas à un niveau d'amateurisme pareil. Parce que la mairie avait quand même mis des moyens en termes de communication extrêmement intensifs depuis 3 mois. Ça confinait quand même légèrement à une forme de propagande, parce que la manière dont la question a été posée, peut-être un peu, en tout cas on n'était vraiment pas loin d'une forme de propagande, hélas, parce que je pense que le sujet méritait un débat correctement posé, avec une question factuelle, et puis des éléments objectifs pour que la contradiction puisse se faire, tout simplement. Je donne ce qui a été écrit sur les bulletins. Êtes-vous pour ou contre un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ? Ah oui, comme ça, c'est méchante. Donc, c'est d'une neutralité absolue. La neutralité était totale jusqu'au bureau de vote, où, si j'ai bien compris, il y en avait 37 qui étaient ouverts. C'était avec une organisation qui était aussi approximative finalement que la question elle-même. Et la réponse, évidemment, était très orientée. La question était tendancieuse, elle était caricaturale, et quand on pose des questions caricaturales, on a effectivement des réponses qui sont elles-mêmes caricaturales. Alors, la suite. Mobiliance a lancé une procédure en justice. Où en êtes-vous ? Et la suite, c'est quoi alors ? Il y aura plusieurs épisodes. Là, pour l'instant, c'est une votation. C'est une votation citoyenne. Autrement dit, une consultation. Elle est facultative, mais bien que facultative, elle emportait un certain nombre quand même de conditions pour garantir la régularité de ce scrutin. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Elle peut se transformer en action ? Absolument. La prochaine étape logique, c'est que le Conseil de Paris adopte une délibération. Et si le Conseil de Paris adopte une délibération, si je l'ai bien compris, courant du mois de mai, alors nous verrons sur le fond quels sont les moyens que nous avons à disposition devant le tribunal administratif. Mais en tout état de cause, oui, un très grand nombre de parties prenantes se sont rapprochées de nous au cours de ces dernières semaines. Et une action sur le fond, c'est-à-dire en annulation de l'éventuelle délibération du Conseil de Paris, sera alors effectivement examinée. Vous savez, quand on arrive à un taux aussi bas en termes de participation, c'est encore moins que les trottinettes. Moi, je m'attendais à titre personnel à une participation plus forte, en tout cas proportionnelle à l'intensité de la campagne qui a été effectuée. On se retrouve avec un taux qui est pire que celui des trottinettes, et puis finalement un résultat très étriqué. 54%, c'est en fait quelques milliers de voix qui ont fait l'écart sur la journée d'hier. Donc quand j'entends l'entourage, qui vont avoir un impact très important sur le porte-monnaie. Qui auront un impact très important sur le porte-monnaie, y compris pour les résidents parisiens eux-mêmes, qui n'ont peut-être pas forcément complètement vu qu'ils étaient eux-mêmes concernés à partir du moment où ils sortent de leur lieu de résidence. Ils subiront également un triplement du tarif de stationnement. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Mais sur ce taux de participation, et encore une fois sur ce résultat très étriqué, je dois dire qu'il y a quand même matière à débat et à interpeller de manière totalement différente nos autorités. Ce qui me surprend, c'est quand même le silence assourdissant d'un certain nombre d'élus politiques qui n'ont pas participé à la contradiction de manière constructive dans un débat qui, encore une fois, le nécessitait. Donc on est dans une forme de cynisme, de démagogie qui a pesé beaucoup plus lourd en termes de poids dans ce débat, beaucoup plus lourd en tout cas que la pédagogie qui était nécessaire. Et par conséquent, je pense qu'il faut effectivement aller au bout, parce que ce sont des sujets beaucoup trop sérieux pour les Français, les Franciliens et les Parisiens eux-mêmes. Merci beaucoup Xavier Oran d'avoir été avec nous, délégué général de Mobiliance.
Et tout de suite. Et tout de suite, Félix Mathieu. On va partir, si vous le voulez bien, dans l'Hérault, direction Morillon, un peu plus de 2300 habitants, c'est pas loin de Béziers, avec une habitante qui nous a écrit pour nous demander d'évoquer une belle initiative. La commune vient de publier un clip pour tenter de trouver 3 médecins généralistes, car le seul médecin aurait l'âge de prendre une retraite bien méritée, mais il n'a pas de successeur. Alors la mairie a investi dans une maison médicale avec des soignants, des infirmières, des psys, mais les 3 cabinets de généralistes restent vides pour le moment. Donc Morillon a décidé de mettre en avant finalement dans ce clip les atouts de la commune pour attirer les candidats. Bienvenue à Morillon, on est tous là très impatients. Bienvenue à Morillon, là que chaleureux. Un clip pour mettre en valeur la dite maison médicale, mais aussi les commerces, les clubs de sport, bref, la vie bien remplie de Morillon dans l'Hérault. Nous sommes en ligne justement avec le maire. Bonsoir Christian Segui. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le clip a été mis en ligne il y a 3 semaines à peu près maintenant. Alors, vous êtes toujours en recherche de médecins, vous n'avez pas encore eu de retour ? Eh bien non, je le regrette. À ce jour encore, nous n'avons eu qu'un retour, si ce n'est, bien sûr, ce clip tourne et nous avons des retours, des avis de certaines personnes, mais encore des professionnels de santé, malheureusement, à ce jour, je regrette que nous n'ayons eu aucun contact. Parce que ça inquiète les habitants, ce manque de médecins traitants. Il y en a vraiment moins qu'avant. Ah ben bien sûr, puisque dans les années 2000, nous avions 4 médecins. Et là, maintenant, eh bien, le dernier médecin, il a 67 ans. Le deuxième médecin vient de partir à la retraite. Il assure encore quelques visites pour les patients les plus âgés, mais bon, nous n'avons qu'un seul médecin qui doit partir à la retraite dans les 2 ans qui arrivent. C'est pour ça que ce clip, d'ailleurs, on voit, c'est pas juste la mairie, hein. Les habitants se sont mobilisés pour vraiment tenter de lancer cet appel pour essayer d'attirer l'attention des potentiels médecins sur votre commune, quoi. C'est une mobilisation générale. Ah ben c'est une mobilisation générale et je remercie en tout cas tous les Morillonaises et les Morillonais qui ont participé à ce clip. Nous avons une commune idyllique, j'ai envie de dire, puisqu'elle est située à la sortie de Béziers sur la RD 612. C'est une très forte fréquentation sur la route du Tarn et au-delà. Et je ne comprends pas que nous n'arrivions pas à obtenir un minimum un médecin pour venir exercer sur un territoire bien placé. Ils veulent pas un journaliste. Le message. J'ai pas besoin d'un journaliste, moi je veux bien. Hein. Elisabeth Lévy veut venir, mais elle est gynécologue amateur. Hein. C'est tout. Peut-être que le clip, monsieur le maire, est peut-être pas assez entraînant. Ouais. Ah bah 3 généralistes, il faut. Il faut 3 généralistes. Oui, répétons-le, 3 généralistes. Allez, le message est passé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Christian Segui, maire de Morillon dans l'Hérault. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va faire tourner, bien entendu, ce clip et on va essayer de vous trouver des médecins. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. On reste ensemble jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça raconte un nombre de bêtises hors antenne, si vous saviez. Mon Dieu. On rigole bien, en tout cas, avec ce tour de table. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, Jean Dorido. Arrêtez de glousser, Philippe David. Ça glousse, hein. Ça glousse pas mal ce soir. C'est Elisabeth Lévy qui nous fait rire. En fait, Philippe, dès qu'il rit et qu'il se retient, on a l'impression que c'est une chaise. On fait bien une forme de libération qui l'a rendu encore plus gai que d'habitude. Ouais. Déjà, c'était il s'émancipe. Je sais pas ce qu'il a. Il y a un truc. Mesdames, si vous cherchez un cœur à prendre, hein, Philippe David. Et puis, je vais vous mettre sur le marché de l'amour, Philippe David. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Heureusement qu'on respecte ma vie privée. On sait jamais. Bah écoutez, si on peut nous en débarrasser. Non, bien sûr, on le garde. Il est à nous. Nous le garderons. C'est à nous. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. On préfère qu'il ait des choses à dire. J'adore ce jeu. Et Philippe Bilger, your Taylor is rich. Yes, your English is not good. Taylor Swift est une personne de, je crois, 35 ans, qui a un succès phénoménal.
Hier soir, elle a eu pour la 4e fois le Grammy Award. Ouais. Ça n'est jamais arrivé. J'ai écouté son dernier Midnight. C'est pas vraiment mon type de musique, mais n'empêche qu'elle a un succès. Elle a dépassé, je crois, sur le plan de l'écoute, des téléchargements, tout ce qui avait été fait jusqu'à elle. Elle a, par exemple, 144 000 spectateurs ont tapé du pied et ça a créé comme un séisme après un tremblement de terre. Elle gagne des sommes folles. Les Américains l'adorent et elle a une influence politique puisque le simple fait qu'elle est invitée à s'inscrire sur une liste électorale pour voter Biden a grandement inquiété le camp Trump. Donc c'est quelque chose, même si il y a des succès parfois inexplicables, là je ne peux que m'incliner devant une réussite hors du commun. J'aimerais savoir pourquoi les Américains sont si friands d'elle. Peut-être parce que derrière son sens du rythme, elle a aussi quelque chose de très conservateur. Elle a une relation amoureuse avec un conservateur, grand joueur de foot américain. En tout cas, une femme qui m'intéresse beaucoup. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail. Écoutez, j'apprends beaucoup en écoutant Philippe Bilger. Je ne savais pas. Président du fan club de Taylor Swift. Oui, je le savais déjà, très investi dans la carrière de monsieur Jean-Jacques Goldman. Et donc là, j'apprends qu'il s'intéresse aussi à Taylor Swift. Et je ne savais pas que cette jeune femme avait autant d'influence. En même temps, en France, on n'a pas attendu les Américains, si j'ose dire. Johnny Hallyday avait chanté à la fête de l'humanité il y a très longtemps. Enfin, je suis pas sûr que Johnny Hallyday aurait envoyé les gens sur les listes électorales. Il a ensuite soutenu Nicolas Sarkozy. Yannick Noah avait chanté lors de la campagne de 2007 à un meeting de Ségolène Royal. Donc c'est un fait, les artistes ont toujours eu une influence vous permettez, politique. On vous fait écouter un petit peu quand même. Moi, j'ai envie de répondre quand même à Philippe un peu à sa question. Il me semble, elle a quelque chose, si vous la comparez par exemple à feu Amy Winehouse, qui avait une voix, à mon avis, bouleversante. Elle avait une voix bouleversante pour moi, mais c'était un personnage beaucoup plus cassé, beaucoup plus sombre, tourmenté. Alors que Taylor Swift, vous venez d'ailleurs c'est une sorte de positivité. Oui, mais je veux dire, peut-être trop solaire pour moi d'ailleurs. Il y a un côté, si vous voulez, presque lisse en réalité. Et je pense que ça, le côté positif, les Américains adorent. Mais alors Philippe, peut-être vous qui regardez tout, vous devez vous en souvenir, il y a très peu de temps, quelqu'un a essayé en France de faire appel à un chanteur ou à une star pour aller faire voter les gens. Et on l'a comparé à ça justement, et ça a été un bide. Ça vous dit rien? Il n'y a pas eu une opération pour faire voter les jeunes bon, je vais la retrouver. Le président avait reçu, deux influenceurs. C'est peut-être un influenceur, non? Il y a quelques temps. Non, ils ont voulu faire appel à un chanteur ou à je ne sais plus qui. Je vais le retrouver. Voilà, je le retrouverai parce qu'on a cité, c'est à ce moment-là que j'ai appris que Taylor Swift avait fait s'inscrire des milliers d'Américains, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai pas tout compris pour le coup. Elle soutient qui, cette jeune femme? Elle soutient Joe Biden. Évidemment, je veux dire, on est en Amérique, mais c'est comme ici, un chanteur, c'est de gauche. Et le camp Trump la prend très au sérieux puisqu'on diffuse grâce à l'intelligence artificielle, des fausses partouzes, on la montre dans des postures incroyable. Et ça, c'est pas correct. Donc c'est très sérieux parce qu'elle draine. Je n'ai plus les chiffres en tête. Par exemple, ce qu'elle apporte comme revenu, c'est l'équivalent du PIB d'un petit État. Trump est milliardaire, donc c'est vrai. Il n'y a pas à nous faire pleurer quand même. Elisabeth Lévy. Moi, je l'aime bien. Merci pour ce sujet, mon cher Philippe. Un peu divertissant. Absolument, vous avez bien raison, et j'aimerais bien vous voir beaucoup moins que ce que je vais vous raconter. Danser avec vous sur Taylor Swift, tous les deux. Absolument. On pourrait essayer. Surtout que je connais des gens très doués pour le karaoké. Oui, je sais de qui vous voulez parler. Elisabeth Lévy. Moi, je suis allée voter, donc je confirme. Alors, je suis allée voter contre les SUV. Moi, je suis allée voter. Je vais pour une fois briser le secret du vote. J'ai voté pour les SUV et surtout pour enquiquiner Madame
Hidalgo. la vilaine. Parce que d'abord, ça me rend folle. On n'a rien demandé aux Parisiens pour transformer leur ville en vaste piste cyclable. Si vous êtes vieux à Paris aujourd'hui, ou si vous êtes commerçant, c'est un cauchemar. Cela, on s'en fout. Personne n'a jamais rien. On leur a jamais demandé leur avis. Donc on demande leur avis aux Parisiens sur un sujet qui espérait la mairie allait être un succès facile, avec tout ce qu'on a raconté tout à l'heure sur la question, est-ce que vous aimez les salauds riches, pollueurs, ou est-ce que vous préférez les gens vertueux et sympathiques comme nous? Bon, donc, alors j'y vais, donc là il y avait, bon, ils ont dû faire, il y avait, dans la mairie du 4e, il y avait 4 ou 5 bureaux de vote, donc là on n'attendait pas, tout était, pour les lecteurs de Boboland au centre de Paris, tout était bien fait, alors qu'on m'a raconté que dans le 16e et dans le 15e, des gens arrivaient, on leur donnait un plan, il fallait marcher 1 kilomètre. Si vous êtes un peu fatigué, vous êtes venu avec votre grand-mère la promenade du dimanche, c'est pas terrible. Et je rencontre devant la mairie un jeune conseiller très sympathique d'ailleurs, qui m'a parlé bien qu'il considère que je suis une fasciste, parce qu'il m'a dit que quand on était pour la suppression de la ME, on était fasciste, d'extrême droite, pas fasciste, d'extrême droite. Mais il m'a dit, oui, je reconnais que c'était peut-être pas le combat prioritaire, et puis c'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup de risques. Mais, me dit-il, que pensez-vous de gens qui ont besoin de 2 tonnes de métal pour se sentir bien? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez de gens qui veulent régenter la vie des autres et se prononcer sur leurs désirs et sur leur plus petit espace de liberté? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est vous les fachos. Voilà. Je voulais vous le raconter parce que comme ça, j'y suis pas allé pour rien. Et sachant justement, comme disait Philippe David, que les voitures sont lourdes parce que les airbags sont très lourds, les airbags sont très lourds, et qu'il y a beaucoup aussi et que les batteries sont lourdes aussi. Donc, mais en fait, c'est une chasse aux riches qui en plus cible à côté parce que ça va taper que sur les banlieues. Des grosses voitures, hein. Y a pas comment? Mais je sais très bien. Je dis, c'est pour ça que je vous dis, ça va taper sur des gens qui ont besoin de leur voiture pour bosser, pour traverser Paris ou pour venir bosser à Paris, ce que déjà beaucoup refusent. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy, en tout cas, d'avoir voté. Déjà, c'est plutôt pas mal. Dans un instant, le tour de table de notre ami Jean Dorido. On parle de quoi? On va parler des mineurs, des tout jeunes enfants, 9 ans, entre 9 et 13 ans, qui sont exploités par les dealers, les gros trafiquants de drogue, et c'est un vrai esclavage moderne. On en parle dans un instant, et vous pouvez commenter, bien entendu, les vraies voix jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone, et Aude qui vous attend, 0826 300 300, et elle sourit, elle est trop mignonne. Allez, à tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est le menu, c'est facile, hein. 3 éditorialistes qui ont toujours des choses à dire, des choses à raconter. Ils dépouillent l'actu, ils ont un avis tranché sur pas mal de choses, et c'est ce qui fait cette magie, parce qu'en plus ils sont sympathiques et drôles. Elisabeth Lévy est avec nous, Jean Dorido et Philippe Bilger, et vous au 0826 300 300, le tour de table de l'actu de notre ami Jean Dorido. Oui, c'est un papier qui est sorti dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, un travail d'enquête assez important qui parle de tout jeunes enfants, ils ont entre 9 et 13 ans, et ils sont exploités par des dealers. Ça se passe dans l'Oise, tout près de Compiègne, et la situation est absolument dramatique parce qu'en réalité, les gros trafiquants de drogue utilisent cette espèce d'exception, je dirais, à propos de la justice des mineurs. Ils savent que lorsqu'ils sont âgés de moins de 14 ans, ils ne risquent pas d'être envoyés en prison. Ils exploitent cette faiblesse peut-être de notre justice pour mettre vraiment dehors de tout jeunes enfants qui souvent dépendent de l'aide sociale à l'enfance, ils n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux, les éducateurs dans les maisons d'enfants sont complètement dépassés, débordés, et on a aujourd'hui des mômes qui vivent dans la peur, qui sont exploités, qui dorment dehors, qui ont des maladies, ils ont la gale, il y a un gamin, c'est horrible, il y a un gamin, les médecins pensaient qu'il avait une maladie infectieuse, en fait c'est parce qu'il dormait dehors à côté d'un feu de palette, ça lui avait cramé les poumons, et on a toute une génération d'enfants dont on a la responsabilité collective. Les enfants qui sont à l'ASE, c'est qu'ils n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux, donc c'est nous qui nous en occupons à travers notre solidarité collective, et ces enfants sont complètement sacrifiés sur l'autel du profit criminel des trafiquants de drogue, et c'est tragique, et il faut faire quelque chose. Donc, je voulais juste ajouter une information à ce sujet terrifiant, cher Jean, merci. J'ai entendu dire qu'un gang recrutait carrément sur Internet, par petite annonce, des mômes
Oui, C'est, il le disait dans le c'est papier. peut-être dans le même papier. Oui. Alors, et j'ai entendu ça à la revue de presse, ça m'a quand même... Donc, il recrute de temps à temps, tant d'heures de travail. Non, mais c'est... Et donc, ça veut dire, si vous voulez, que tout ça est évidemment au vu et au su de tout le monde. Mais peut-être que... Je voulais juste rebondir ce que vous disiez, sur Jean. la justice des mineurs, peut-être Ils font aussi Philippe peut des nous parler. vidéos sur les enfants. Ils leur font faire des choses, taper sur d'autres. Ils les filment et s'en servent de preuve en disant si tu ne continues pas à vendre de la drogue, on le montre à toute la cité. Est-ce que Philippe pourrait nous dire s'il faut changer l'excuse de minorité selon vous, moi, quand je même, pense, bien sûr, en l'occurrence, mais Au moins pour les protéger. le changement pour les mineurs, bizarrement, alors que les mineurs ont profondément changé depuis l'ordonnance de 45, on considère qu'ils sont toujours aussi angéliques. Là, en l'occurrence, ce sont des petites victimes. Oui, c'est ça. Mais c'est une législation des mineurs complètement aberrante. Quoi. Il y a clairement quelque chose à faire au niveau de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, ce sont les départements qui s'en occupent. Ils n'ont pas les moyens nécessaires ni suffisants pour faire face. Il y a effectivement une réforme à faire, toujours dans le souci de protéger les enfants. La France a signé la Charte internationale des droits de l'enfant, et là, on a vraiment des situations d'esclavage. On peut peut-être avoir une exception sur ces sujets-là, sur les sujets de la drogue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le législateur s'empare. D'ailleurs, il y a une dame qui est interviewée dans l'article, qui est l'ancienne procureure de la République de l'Oise et qui maintenant travaille auprès du garde des Sceaux, et voilà, qui est consciente et qui dit que pour l'instant, la France est complètement dépassée par cette situation. Merci pour ce sujet, Jean Dorido. Vous restez avec nous. Dans un instant, le nouveau ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a officiellement annoncé donc son soutien à la Russie dans le conflit ukrainien. Comment vous l'avez appelé, ma chère Cécile? J'ai dit Dong Jun. Voilà, c'est bien lui. Mais je l'ai dit au ralenti, c'est-à-dire en 33 tours. Alors parlons vrai. Est-ce que vous êtes surpris par le soutien de la Russie, de la Chine à la Russie, pratiquement 2 ans après le début de la guerre en Ukraine? Est-ce que vous pensez que ça peut faire basculer les équilibres du monde, sachant que la Chine est l'usine du monde et que la Russie est le principal réservoir de matières premières? Est-ce que vous craignez une nouvelle guerre froide entre l'Occident et le bloc Chine-Russie de l'autre côté? Va-t-on vers une nouvelle alliance Russie-Chine? Vous dites oui à 96% sur Twitter. Vous pouvez venir réagir bien évidemment au 0826 300 300. Et notre invité Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de partir en pause, faut-il s'inquiéter justement de ce rapprochement entre la Chine et la Russie? Ça fait déjà 2 ans qu'on a un rapprochement, donc c'est dans la continuité de ce qu'on avait, mais là c'est officialisé. Et c'est ça la vraie nouveauté. On reste ensemble jusqu'à 19h. Vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. Philippe vous l'a dit, son numéro de téléphone avec Aude, 0826 300 300. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On vous incite bien entendu à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aussi TikTok, aussi sur Twitter, sur Instagram, sur toutes les plateformes, même Facebook encore qui fonctionne encore aujourd'hui. Et vous pouvez débattre puisqu'on vous répond bien entendu. On est peut-être la seule radio qui répond sur les réseaux sociaux. Ah oui, on répond très souvent, pratiquement tout le temps. En tout cas, on vous remercie. Allez, tout de suite le coup de projecteur des Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Pékin qui accuse l'Alliance de remettre au devant de la scène les vestiges de la guerre froide. Les alliés craignent que la Chine ne fournisse un soutien matériel à l'invasion russe. La Chine a fourni à la Russie un soutien politique, notamment en diffusant des mensonges flagrants, en faisant de la désinformation. Nous espérons que les États-Unis et l'OTAN pourront réfléchir à leur rôle dans la crise ukrainienne, à assumer les responsabilités qui leur incombent pour améliorer la situation. Jamais la Chine n'avait aussi clairement pris position à propos de la guerre en Ukraine. Le nouveau ministre chinois de la Défense assure la Russie de son soutien tout en dénonçant les pressions des États-Unis et de l'Europe sur le dossier ukrainien. Jusqu'ici, Pékin avait affiché une posture plutôt neutre sur le sujet. Alors êtes-vous surpris par le soutien officiel de la Chine à la Russie quasiment 2 ans après le début du conflit en Ukraine? Est-ce que cette union peut faire balancer et basculer les équilibres du monde entre l'usine du monde qu'est la Chine et les plus grandes réserves de matières premières du monde qui sont en Russie?
Russie. Voyez-vous une nouvelle guerre froide entre deux blocs, l'Occident d'un côté, l'alliance Chine-Russie de l'autre? Va-t-on vers une nouvelle alliance Chine-Russie? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et nous recevons Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci d'être avec nous. Philippe, cette relation récente Chine-Russie vous inquiète-t-elle? Oui, mais cette alliance qui s'est, on vient de le dire, officiellement concrétisée alors qu'elle existe de manière officieuse, si j'ose dire, sur le plan international depuis 2 ans, d'abord m'étonne un petit peu parce que avant le délai de 2 ans qui vient d'être évoqué, j'avais cru comprendre que la Chine, par exemple, avait proposé un plan de paix dont on avait d'ailleurs apprécié, on avait considéré qu'il n'était pas très plausible pour l'Ukraine, mais en tout cas, elle avait cherché à donner l'impression qu'elle s'intéressait de très près à la paix en Ukraine. Et est-ce qu'au-delà des 2 ans, ce que vous venez d'évoquer, Jean-Baptiste Noé, ça n'est pas quelque chose qui relève d'une forme d'inquiétude que nous pourrions avoir, parce que si cette alliance se concrétise et devient officielle, ça veut dire que les 2 participants ont compris qu'ils étaient en position de force et que leurs adversaires, évidemment, eux-mêmes étaient en perte de vitesse. C'est une question que je pose et à laquelle vous répondrez tout à l'heure, bien sûr. Jean Dorito. Oui, j'aurais tendance à effectivement craindre cette alliance. De toute façon, dès que les situations internationales se tendent, c'est toujours anxiogène. Il y a la situation de Taïwan, notamment. Certains spécialistes expliquent que c'est presque imminent, une invasion de Taïwan par la Chine. Je serais bien sûr curieux, je suis curieux, c'est la question que je pose à notre invité Jean-Baptiste Noé, savoir si c'est de l'ordre du crédible, du probable. Et puis une autre question aussi, c'est que la France est, d'un point de vue diplomatique, engagée d'une certaine façon dans ce conflit. On donne pas mal d'armes à l'Ukraine. Nous sommes partie prenante. Et cette fameuse question, en cas d'un conflit de haute intensité, comme disent les spécialistes, la guerre à l'ancienne, si j'ose dire, dans quelle mesure est-ce que notre pays est encore suffisamment armé, c'est le cas de le dire, pour tenir le coup? Elisabeth Lévy. Oui, donc je peux ajouter quelques questions à la liste parce que la réalité, c'est que j'ai pas l'impression, si vous voulez, que cette alliance, effectivement, vous l'avez dit, cher Jean-Baptiste, soit si nouvelle. Et puis qu'il y a forcément une dialectique, si vous voulez, entre la rivalité quand même russo-chinoise, qui est une rivalité structurelle et ancienne. Alors est-ce que celle-là a complètement disparu? Parce qu'il me semble tout de même qu'ils n'ont pas les mêmes manières diplomatiques exactement. Par exemple, et ça j'aimerais bien que si vous avez le temps de me répondre, Jean-Baptiste, en Afrique, je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, j'ai le sentiment que les Chinois, disons, ont des manières un peu moins brutales que les Russes. Peut-être je me trompe. Et dernière question très précise, est-ce que les Chinois vont acheter, est-ce qu'ils peuvent acheter en yuan leur pétrole et leur gaz à la Chine? Voilà. Alors là, Jean-Baptiste Noé, vous répondez dans l'ordre ou dans le désordre, comme vous voulez. Ah oui, bon, je commence par la fin alors. Oui. Parce que la fin est très intéressante. Effectivement, il y a une alliance ponctuelle sur l'Ukraine, mais ça c'est un vieux couple qui officialise sa relation, puisque ça fait déjà 2 ans qu'ils sont alliés. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que avant la guerre en Ukraine, la Chine achetait le pétrole russe, elle le payait en dollars, et maintenant elle le paye en monnaie chinoise, qui est le renminbi. Ça, c'est un tournant majeur. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qu'on est en train qu'on a vu se mettre en place et qui prend de plus en plus d'importance. Mais s'il y a accord au niveau de l'Ukraine, et d'ailleurs la Chine est l'un des principaux propriétaires de terres ukrainiennes, parce que l'Ukraine produit des céréales, la Chine assez peu, et donc une grande partie des céréales produites en Ukraine servent à nourrir les Chinois via des entreprises chinoises qui possèdent des terres en Ukraine. Donc il y a une entente autour de l'Ukraine, mais il y a effectivement une opposition et qui va être de plus en plus marquée, d'un côté en Asie centrale, et l'Asie centrale c'est le cœur du monde, c'est notamment par là que passent les grandes routes commerciales, et puis également en Afrique. Mais l'Afrique, alors c'est important d'un point de vue géographique, ça l'est un peu moins au niveau économique, mais par exemple la Russie est en train de perdre son influence en Asie centrale, les pays Kazakhstan par exemple sont en train de se détacher de la Russie,
et c'est la Chine qui prend le relais. Donc ça veut dire qu'il y aura des tensions dans les mois ou les années qui vont venir, parce que les Russes ne vont pas apprécier de se faire clasher par les Chinois dans des zones qu'ils considèrent comme étant leur zone d'influence. Et pour la question de Jean Dorido, vous pouvez la répéter ? Il y a la question de Taïwan, est-ce que c'est crédible et probable ? Oui. Et puis la question de la France, où est-ce qu'on en est militairement ? Voilà. Oui, alors sur Taïwan, la réponse on la connaît, puisque la Chine a dit qu'elle voulait prendre Taïwan et qu'elle voulait annexer Taïwan, et elle veut le faire avant 2049, qui sera le centenaire de la nouvelle Chine. Donc c'est comme dans un film d'horreur, vous avez le compte à rebours qui est lancé, les secondes qui défilent. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont mener une opération militaire ? Ça, c'est pas certain. Après, tout est possible, mais c'est moins certain parce que c'est quand même très périlleux. Et on sait bien qu'une guerre, on peut la gagner sur le papier, mais l'affrontement des combats, c'est quand même assez différent. Donc, il y a peut-être d'autres moyens pour la Chine de conquérir Taïwan, notamment par une asphyxie économique. Philippe Bilger, votre question, c'était ? Ma question, en fait, c'était à peine une question, c'était une affirmation discutable, sans doute, mais là, j'ai une vraie question, si je peux la poser. Jean-Baptiste Noé, est-ce que cette alliance entre la Chine et la Russie n'est pas évidemment infiniment favorisée par ce que j'appellerais la faiblesse américaine, les perspectives de l'élection présidentielle entre quelqu'un pour être gentil, qui a du mal à conserver son équilibre physiquement, et de l'autre côté quelqu'un qui ne brille pas par la normalité? Est-ce que ça ne peut pas rassurer la Chine et la Russie sur le fait que le champ libre est ouvert pour elles deux sur le plan international? Oui, le problème, c'est que les États-Unis ne font plus peur. Or, la Chine et la Russie font peur. Et en relation internationale, c'est important de faire peur. L'Iran fait peur, par exemple, parce que ils ont l'arme nucléaire et ils ont des armes assez puissantes et notamment le nucléaire qui sont capables de s'en servir. Donc, le gros problème des États-Unis, c'est qu'ils ont la puissance économique, ils ont la puissance militaire, mais ils ne font plus peur parce qu'ils ont connu une série de défaites, notamment en Irak et en Afghanistan. Avant de donner la parole à Jean Dorido, on parlait de l'hypothèse d'une attaque de Taïwan par la Chine populaire. Ça conduirait inéluctablement à une troisième guerre mondiale pour vous, Jean-Baptiste Noé, parce que évidemment il risque d'y avoir un nouveau conflit dans ces cas-là, la Corée du Nord qui attaquerait la Corée du Sud, etc. Et ça poserait certainement, ce serait un très gros foyer de tension, on peut le dire. Alors oui, d'autant plus que les États-Unis ont dit qu'ils protégeraient Taïwan comme un État américain. Ils le considèrent comme l'équivalent du Texas ou de l'Alaska. Donc ça veut dire qu'en cas d'attaque, ils interviendraient. Mais la question, c'est est-ce qu'on a les moyens d'attaquer ? Et 2, est-ce qu'on en a la volonté ? C'est-à-dire, est-ce qu'en Europe, on est prêt à envoyer des jeunes Européens mourir pour Taïwan ? Pour faire la guerre, il faut des armes, il faut des hommes. Donc, il faut être beaucoup d'armes pour faire des guerres longues. Aujourd'hui, ce que produit la France, en une année, c'est 3 jours d'usage en Ukraine. C'est 3 jours d'obus. Donc, on ne produit pas assez pour faire une guerre longue. Et je ne pense pas qu'on soit prêt non plus à envoyer une partie de la jeunesse mourir ni sur le plan ukrainien, ni sur le plan taïwanais. Jean Dorido voulait réagir. Oui, non, la question par rapport au fait que les États-Unis ne font plus peur, je vous écoute, vous êtes spécialiste, donc je vous crois, et je vous entends expliquer que c'est dû à une succession de défaites américaines. Pour autant, la Russie, qui elle fait peur, elle a échoué à l'époque, c'était il y a très longtemps, c'était à l'époque de l'Union soviétique, elle a échoué en Afghanistan. L'Iran n'a pas de politique d'expansion territoriale. Il y a eu la guerre Iran-Irak pendant très très longtemps, à l'époque où Saddam Hussein était l'allié de l'Occident. Et du coup, je me demande si, et j'aimerais votre avis sur le sujet, ce n'est pas le fait que finalement les USA restent dans cette histoire la seule vraie grande démocratie. Est-ce que c'est pas ça sa faiblesse? On a quand même des démocraties, c'est discutable pour la Russie. La Chine, c'est une dictature communiste. L'Iran, n'en parlons pas, c'est une théocratie. Est-ce que c'est pas finalement la limite de ces grandes puissances militaires, le fait des puissances démocratiques? Est-ce que c'est pas ça qui fait que finalement elles font moins peur sur le plan international? Oui, en fait, on a une asymétrie, on pourrait dire une asymétrie morale. C'est-à-dire qu'on sait que Russie, Chine, Iran sont prêts à faire usage de la force et peuvent sortir de ce qui est pour nous un cadre rationnel. L'Iran dit quand même depuis plusieurs années qu'elle veut raser Israël de la carte. C'est pas très rassurant pour les Israéliens. Alors que les Européens et les États-Unis restent malgré tout dans un cadre rationnel et veulent donner l'impression, même si en Irak et en Libye ils n'ont pas vraiment fait, de respecter le droit international. Donc là, ça crée une asymétrie
parce que eux sont prêts à faire des choses que nous ne sommes pas prêts à faire. D'accord. Est-ce que, Jean-Baptiste Noé, est-ce que dans le fond, la grande asymétrie entre l'Occident et ce monde émergent, c'est pas que l'Occident, en plus d'être fatigué et vieilli, est un monde idéologiquement post-national, qui n'a plus grand rapport avec l'idée même de la puissance. Alors peut-être il faut distinguer l'Amérique et l'Europe de ce point de vue-là. Peut-être que l'Europe est en pointe, si vous voulez, dans ce renoncement à la puissance et à la nation, et qu'en face, une des grandes forces, me semble-t-il, et de la Chine et probablement encore de la Russie, c'est quand même le patriotisme d'une grande partie des habitants. Je veux dire, les Chinois aiment la Chine, si vous voulez. Vous entendrez pas des élites chinoises dire sur leur pays ce que des élites françaises peuvent dire sur le nôtre. Ils ont le choix. Elles ont le choix. Bah, oui, à l'étranger, ils auraient le choix. Je veux dire, c'est quand même... Jean-Baptiste Noé. Bah, c'est fondamental. La question, c'est pourquoi est-on prêt à mourir? Effectivement, les Russes, les Chinois sont prêts à mourir pour leur pays. Il n'est pas certain que beaucoup d'Européens soient prêts à mourir pour leur pays. Mais il faudrait voir aussi si jamais il était attaqué. On pensait pareil de l'Ukraine. Les Ukrainiens, depuis 2 ans, montrent qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays et pour le défendre. Donc c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. Mais on meurt pour sa patrie, on meurt pas pour l'Union européenne. Mais il n'y aura pas forcément un bloc militaire de la Russie et de la Chine contre le reste du monde. Enfin, en tout cas, quand je dis le reste du monde, je parle bien sûr des États-Unis et des pays occidentaux. Non, je vois mal la Chine. Alors, la Chine prête et vend des armes à la Russie, mais je la vois mal faire une coalition militaire avec elle pour mener une guerre en Ukraine. Ça, c'est non, pas du tout. Mais qui a le plus besoin de l'autre? La Chine a plus besoin de la Russie ou la Russie a plus besoin de la Chine dans l'état actuel des choses, Jean-Baptiste Noé? Ah bah c'est un besoin mutuel. La Chine a besoin de l'énergie de la Russie et des céréales qui viennent d'Ukraine. Et la Russie a besoin de vendre son énergie et elle a besoin d'acheter des armes. Et c'est une levée de sanctions aussi peut-être en passant par la Chine pour la Russie. Exactement, c'est une manière de contourner les sanctions et d'ailleurs de vendre aux Européens du gaz et du pétrole russe. Jean Dorino. Précisément, puisqu'on est sur la question de l'aide, c'est très difficile à suivre l'avancement de ce conflit russo-ukrainien. C'est compliqué d'avoir des infos claires. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est l'action militaire de la Russie contre l'Ukraine? Sur le front, on n'a pas beaucoup changé depuis 1 an. La Russie contrôle toujours à peu près 20% du territoire. Il y a des avancées ou des reculades ici ou là, mais fondamentalement, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'épuisement en termes de matériel et c'est surtout l'épuisement en termes d'attrition humaine. Il y a que les Ukrainiens arrivent un peu au bout en matière d'hommes et en matière de matériel, alors que la Russie a davantage de ressources. Il y a ce petit jeu-là, c'est celui qui a le plus de ressources, qui a le plus de chances de l'emporter. Est-ce que je suis une question évidemment très pertinente d'Elisabeth tout à l'heure? Est-ce qu'au fond, c'est pas aujourd'hui la démonstration de la grande faiblesse des démocraties face aux dictatures? Je suis tout de même frappé de voir à quel point Poutine, comme le leader chinois dont je ne veux pas écorcher le nom, évidemment sont infiniment plus puissants parce que réaliste, cynique. Est-ce que à l'avenir, ça va pas être une terrible faiblesse pour les pays civilisés? Ça a toujours été le cas. On se posait le même problème avec la Deuxième Guerre mondiale, l'avantage des dictatures par rapport aux démocraties. Il y a quand même un élément qui est la question des populations. On le voit par exemple en Russie. Une grande partie de l'intelligentsia russe est partie, une partie de la jeunesse aussi est partie parce que elle ne voulait pas mener la guerre en Ukraine. Et donc elle a quitté le pays et elle ne reviendra probablement pas. Et puis la Russie reste aussi un pays avec un problème démographique très important, plus important que l'Europe. Donc il y a cette puissance effectivement de l'État, de la structure politique, mais une population qui ne suit pas toujours, qui traîne un peu les pieds. Jean-Baptiste Noé, depuis 2 ans, on parle de l'effondrement de l'économie russe et pourtant on a l'impression qu'ils se maintiennent quand même. Oui, alors dans Conflit, on avait publié un article dès que les sanctions économiques avaient été mises en place, en disant que ces sanctions ne seraient pas efficaces parce que les sanctions économiques n'ont jamais fonctionné. Donc, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pourquoi? Parce qu'il y a toujours des manières de contourner les sanctions. Ça, on l'a toujours vu dans l'histoire, donc ça n'a rien changé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie contourne les sanctions via l'Arménie, via l'Inde, via la Chine. Donc, c'est sans surprise. Ça a pénalisé les Européens parce qu'il a fallu trouver de l'énergie ailleurs. D'ailleurs, on achète une partie de l'énergie russe plus chère.
mais ça n'a pas vraiment pénalisé la Russie. Depuis les tsars, l'emblème de la Russie, c'est l'aigle à 2 têtes, un qui regarde vers l'Europe, un qui regarde vers l'Asie. Est-ce que désormais la Russie regarde définitivement vers l'Asie, Jean-Baptiste Noé ? Alors, elle regarde vers l'Asie, mais le fait que... Oui. L'Ukraine, c'est pas vers l'Asie. Hein. Voilà, c'est ça. Le fait qu'elle fasse la guerre à l'Ukraine montre que quand même elle a la tête bien plongée dans les questions européennes. Oui. Ça l'intéresse. Donc pour l'instant, elle est quand même plus européenne qu'asiatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous voyez, on a tout compris. C'est ça qui est bien avec nos experts du jour. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous, Elisabeth Lévy, Jean Dorido et vous qui nous suivez tous les jours. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec le G500, Stéphane Pellet, Aurélie Gros. On va parler citoyenneté avec un sujet très important. Oui, c'est le c'était le 1er février, le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre pour les personnes sans abri, sans logis. Et c'est une spéciale 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre ce soir, de 19h à 20h sur Sud Radio, Cécile. Absolument, on en parle dans un instant. Vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. À tout de suite.